La seconde période est la période de la mise en place de la colonie, et là, tout change. On n'a plus affaire à des scientifiques. On a la colonie qui se met en place pour la Nouvelle-Calédonie 10 ans après l'arrivée des missionnaires, 1853. De la période missionnaire, on a déjà des interdits missionnaires sur des objets. Les masques commencent à être très mal vus par les missionnaires. Enfin, tout ce qui relève de la manifestation de tout ce qui est païen, décrit comme le diable et l'enfer, va être pourchassé par la mission qui a... Les missionnaires ont une attitude assez ambiguë là-dessus. Soit ils font détruire, mais assez peu, soit ils collectionnent eux-mêmes pour des musées en France qui le leur demandent. Je prends l'exemple du révérend Père Lambert, qui est un des grands missionnaires du début de la mission en Nouvelle-Calédonie, qui va écrire le premier ouvrage d'ethnographie sur les Kanaks, en fait. Ça paraît en 1900, Lambert est à l'île Bélep en 1856. Mais lui, il va collecter pour le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. Donc, ils font de la collecte qui est assez scientifique, avec un regard scientifique, parce que les gens qui sont au Muséum de Bordeaux disent aux missionnaires, dites donc, envoyez-nous des choses qui ressemblent à des haches, comment vivent les gens, des objets de la vie quotidienne, parce qu'on voudrait les étudier en France, dans nos musées, et les présenter au public. Donc on a cette période-là qui est assez, qui explique un certain nombre de collections dans les musées européens. 1853, c'est aussi non seulement la mise en place de la colonie, où on a surtout des militaires sur les bateaux. Hein. On ne va plus charger et s'encombrer de botanistes et autres dessinateurs. On va mettre des militaires. Mais c'est aussi, et de manière parallèle, la création en Europe de pratiquement, en 40 ans, pratiquement tous les muséums d'histoire naturelle. Les sections ethnographiques des muséums d'histoire naturelle. C'est la naissance de l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude des sociétés, l'étude des gens. Et dans tous les musées d'Europe, on va essayer de montrer comment vivent des sociétés qui nous sont tellement étrangères, et en particulier celles qui sont les plus loin possible de notre lieu d'existence, que ce soit Vienne, Paris, Berlin ou Hambourg. Il y a plus de 40 musées d'ethnographie qui se montent en Europe entre 1800, voilà, dans la deuxième partie du 19e siècle. Le fameux Trocadéro, 1878 à Paris, par exemple. Mais les plus anciens sont les muséums allemands. Ceux qui, peu importe la petite histoire de la constitution de ces muséums, mais enfin globalement, et qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque une demande considérable d'objets. Tout le monde veut des objets Kanak, tout le monde veut des massues Kanak, tout le monde veut des haches, tout le monde veut des masques, tout le monde veut des sculptures. Donc, chacun de ces musées se débrouille pour avoir un correspondant sur place à qui ils écrivent en disant « Envoyez-nous des caisses de... » Et ce qui fait qu'on écrit à un correspondant local, qui peut être un missionnaire, qui peut être un militaire, qui peut être le chargé des affaires indigènes locales. On pourra revenir là-dessus parce qu'il y a eu un grand trafiquant en Nouvelle-Calédonie qui s'appelait Morisseau, qui chef des affaires indigènes, et avait surtout un stock où il mettait un certain nombre d'objets qu'il revendait après. On retrouve les objets Morisseau à Berlin, à Vienne, partout. Donc on voit bien que c'est une autre perspective. Et donc, soit on écrit à des correspondants locaux, qui peuvent être des missionnaires, qui peuvent être des administrateurs coloniaux, qui peuvent être le gendarme de passage, qui peuvent être des commerçants, etc. Enfin, peu importe. Et puis, on peut aussi envoyer des grandes expéditions. C'est ce que font les Allemands, c'est ce que font... je prends l'exemple de Vienne. Pourquoi Vienne, en Autriche, il y a 1000 objets de Nouvelle-Calédonie? Parce que le prince héritier qui est là saura le destin qu'on sait, puisque c'est lui qui sera assassiné à Sarajevo, et qui déclenchera, ça sera le facteur déclencheur de la guerre de 14-18. Ce prince fait le tour du monde, comme tout bon fils des familles impériales, et se retrouve en Nouvelle-Calédonie. Lui,
se fout complètement, je résume, hein, des sociétés Kanak, il est chasseur de fauves. Donc il va là-bas pour tirer des fauves dans le monde entier pour les donner au Muséum d'histoire naturelle de Vienne. Mais il a pris à bord le directeur, enfin l'assistant du directeur du Muséum d'histoire naturelle de Vienne, qui lui cherche des objets pour l'ouverture de sa galerie d'ethnographie. Et c'est là où on a cette histoire assez drôle. Pourquoi 1000 objets sur lesquels on a zéro indication de provenance? On ne sait pas de quel village, de quelle tribu, qui les a donnés, etc. Pourquoi? Ça s'est passé de la manière suivante. C'était une grosse frégate hein, qui arrive. Il y avait 800 marins à bord, 60 canons. Enfin, c'était pas rien la frégate impériale. C'était pas le yacht de certains personnages célèbres en ce moment. C'était un gros bateau de guerre avec l'empereur, le fils de l'empereur quand même. Donc chacun sa faire, on imagine à Nouméa, il a demandé des objets, mais comment on va faire? Il reste là qu'une semaine, il va pas les traîner à balade tout seul, on va pas le laisser aller se faire bouffer à Yingen, etc. Tu vois tous les fantasmes qui devaient remonter, il n'était pas question que ça se passe comme ça. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Gallet, qui était chef des affaires indigènes, qui lui, un peu pour le musée de Nouméa, qui est très ancien, hein, et pour lui-même collectionner, à rassembler un nombre considérable d'objets de toutes sortes. Des bambous gravés, des masques, il n'y avait pas que des massues et des saguets comme au temps du capitaine Cook. Et donc je suppose, on peut imaginer la scène, tu vois, le gouverneur convoquant le monsieur Gallet dans son bureau en disant « Maintenant, vos collections, là, vous allez les descendre sur le port de Nouméa. » Et puis l'empereur, le fils de l'empereur, le prince héritier, fera son choix avec le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Vienne. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ils ont liquidé les collections de ce monsieur Gallet. Et on verra dans l'exposition des pièces magnifiques. Mais on ne sait pas d'où elles viennent parce que Gallet n'a jamais rien noté non plus d'où venaient les objets. Donc il ramasse ça. Alors lui, on peut pleurer sur la disparition de sa collection, mais après, il a fait une carrière formidable dans l'administration coloniale, Légion d'honneur et tout ce qui s'en va, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà un exemple de collecte qui n'est pas une collecte vraiment, hein, qui est une sorte de ramassage diplomatique qui est très significatif de cette période.